L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir, Gilbert Casabataille, l'invité d'Objectif-News.tv ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du Presse Université de Toulouse. Le magazine de l'étudiant vient de publier pour la 5e année consécutive son palmarès, des villes où il fait bon étudier et bonne surprise, ou bonne nouvelle en tout cas. Toulouse est première. Oui. Ça vous fait plaisir? C'est pas une surprise pour nous. C'est une bonne nouvelle, vous avez raison. Non, ça correspond pour nous au fruit d'un travail que nous faisons en profondeur et je crois que le Presse a été un outil extrêmement important pour justement avoir une vision coordonnée, complète, efficace de la vie étudiante, l'accueil des étudiants, leur logement, les problèmes de cautionnement, tous les problèmes pratiques qui font la vie étudiante. Voilà, donc que ça soit consacré par ce classement, ça nous fait très plaisir. Bon, et ça tombe bien qu'il y ait une bonne nouvelle, puisque par ailleurs, la vie aux presses est compliquée en ce moment avec un dossier qui vous occupe une grande partie de votre temps, celui de l'IDEX. Oui, il y a eu une déception cet été, puisque ce projet d'initiative d'excellence n'avait pas été sélectionné. Oui. Et vous repassez au second tour en décembre. Voilà, alors n'oublions pas les bonnes nouvelles. Au niveau des initiatives d'excellence, je vais vous donner un seul exemple. Pour tout ce qui concerne les concours qui concernaient les relations partenariales, c'est-à-dire tout ce que peut faire un monde économique et l'université ensemble. Je parle de sociétés d'extraction de transfert de technologie, d'instituts de recherche technologique, d'Institut Carnot, de plateformes comme TWB, de plateformes dans le domaine de l'espace, dans le domaine de la biosanté. Bon, là, on est au contraire un site qui a des succès éclatants. Et donc, il place notre site en très bonne position pour faire de la conjonction de la recherche académique et de la recherche privée des outils fondamentaux pour l'emploi et pour le maintien de l'activité industrielle. Alors, je voudrais qu'on dise ça d'abord. Alors sur l'échec relatif, d'abord je veux dire que ce n'est pas un échec, nous sommes présélectionnés. Vous étiez déjà présélectionné? Non. On était présélectionnés, oui bien sûr, mais ça reste un fait. Alors maintenant il y a une deuxième phase pour les gens qui avaient été refusés, les 11 dont les dossiers sont sortis hier. Donc il y a une deuxième phase de présélection et nous nous retrouvons en finale entre présélectionnés. Voilà. Alors la déception c'est surtout la longueur du concours. C'est depuis que nous occupons des investissements d'avenir, nous travaillons moins à nos affaires courantes. Je dis souvent, voilà, pendant les travaux, la vente continue un peu moins. Et d'ailleurs, dans 2 ou 3 ans, quand on fera les bilans de ces publications pendant l'année 2010-2011, peut-être qu'on aura en France de mauvaises surprises. Donc il faudrait. Donc c'est à peu près l'inverse de l'effet prévu. Alors à long terme, ça aura l'effet prévu. Mais bon, il y a, du fait de la longueur du concours et de sa complexité, il y a un passage un peu délicat. Donc je ne parlerai pas de déception, je dirais, nous avons envie que tout ça s'arrête. On se remette au travail. Les chercheurs sont devenus des écrivains d'appels d'offres. Ils l'ont été, hélas, depuis longtemps pour répondre aux appels d'offres financiers, l'ANR, les contrats européens. Là, ils le sont de manière plus structurelle pour répondre au concours. Vous sentez un agacement, un épuisement dans les équipes de recherche? Un épuisement. Les vacances ont été bienvenues pour beaucoup de gens parce que j'ai senti au mois de juillet toute une population épuisée. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons pris de bonnes vacances et nous repartons, je crois, très, très déterminés. La dernière étape, c'est donc l'initiative d'excellence, dossier remis le 8 décembre. Qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui va changer dans ce dossier qui sera présenté en décembre? Je crois qu'on a pris conscience à travers les remarques du jury et à travers des entretiens qu'on a eus avec le commissariat général aux investissements. Nous avons pris conscience qu'il ne faut pas se contenter de faire un dossier qui répond exactement aux demandes du jury. Il faut de l'ambition. Ça nous manque encore. Nous avons des tas de choses, des processus d'évaluation, d'allocation de moyens qui sont extrêmement efficaces, extrêmement bien foutus, sur lesquels nous allons capitaliser. Il nous faut donner du souffle et de l'ambition, une vision à notre projet. C'est vraiment ce à quoi je m'attelle en ce moment. Dans ce projet, il y avait notamment la création d'une école normale supérieure à Toulouse. Alors oui, là c'est plus technique. C'est vrai qu'on avait très bien décrit ce qu'on peut appeler un moteur d'excellence pour la recherche. C'est-à-dire comment augmenter l'excellence, comment augmenter l'attractivité internationale dans le domaine de la recherche. Pour la formation, on s'était finalement abrité derrière une marque extérieure qui était l'école normale. Le jury nous dit, mais attendez, vous avez toutes les forces et toutes les compétences pour développer en propre des formations d'excellence sans vous faire héberger par une image externe. Donc dans le nouveau projet, l'ENS ne sera plus notre outil de l'excellence. L'ENS peut être un projet mené par ailleurs, mais qui en tout cas qui n'est plus constitutif de notre réponse. C'est un projet qui est abandonné ou qui est transféré sur une autre équipe?
c'est un projet qui doit être instruit dans le cadre d'un dialogue direct avec l'État, et non plus à travers les investissements d'avenir. D'accord. Alors quand vous dites ambitieux, c'est-à-dire il faut que vous soyez plus ambitieux, mais concrètement, vous savez, on se rend compte que tout doucement, le jury a affiné sa demande et peut-être a rendu la règle du jeu plus exigeante. Aujourd'hui, on nous demande de développer un moteur d'excellence pour la formation, pour la recherche, pour les relations partenariales, pour les relations internationales. Mais il ne veut pas que ce moteur d'excellence constitue une espèce de fusée qui décolle et qui reste hors sol par rapport au reste du site. Il nous demande clairement des effets transformants, entraînants. Ça veut dire comment ne pas se contenter de l'excellence qui existe aujourd'hui, mais arriver à entraîner l'ensemble du site. Et finalement, il nous pose la question de la simplification et peut-être de l'unification de l'ensemble de l'université. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement pour les chercheurs et pour les étudiants, quels seront les changements de gouvernance, de fonctionnement Eh bien, déjà, le presse doit évoluer fortement. Je pense qu'il y a un premier message, c'est de lui donner une structure institutionnelle plus forte que l'établissement public de coopération scientifique qu'il est aujourd'hui. Il faut en faire un véritable opérateur de l'État. Nous hésitons, nous pensons par exemple au grand établissement, première chose. Donc un outil structurellement, institutionnellement plus fort, dans lequel... C'est-à-dire une seule université? Alors, le presse. Pour l'instant, ce qui est l'outil subsidiaire des universités, c'est l'endroit où on met ce qu'on fait ensemble. Donc celui-là, il faut déjà le renforcer, et donc renforcer le nombre d'actions que nous faisons ensemble. Ça, c'est une chose importante. La vie étudiante est déjà une chose évidente à mettre dans le presse. La gestion des plans campus, on l'avait déjà fait, l'université numérique en région. Mais il faut créer des départements encore plus forts en recherche, formation et relations partenariales pour être vraiment l'expression et la politique stratégique de l'ensemble des établissements. Mais c'est vrai que la question à terme, c'est est-ce qu'il ne faut pas penser à unifier l'ensemble du système et penser à une université, je ne dirais pas unique, mais unifiée, qui revoit les frontières actuelles. Parce qu'aujourd'hui, les universités sont l'héritage d'une histoire ancienne, avec des divisions disciplinaires qui sont peut-être plus adaptées au monde d'aujourd'hui. Et on n'a pas encore franchi le pas d'une seule université à Toulouse. Je crois que la question est posée. Une université unifiée, que nous en sommes tous conscients, avec bien sûr la conscience également de l'immensité. C'est ce qu'on vous demande aussi là-haut? Oui, l'effet structurant et transformant, c'est probablement, oui, de simplifier notre paysage. Ça pose le problème des relations entre écoles et universités. Ça pose des relations entre universités pour des disciplines adjacentes. Ça pose pas de questions. Donc ça, c'est évoqué entre les différents présidents d'université, pas évident. Bien sûr, voilà, pas évident. Et donc aujourd'hui, certaines presses croient pouvoir dire qu'il y a un problème d'hommes. Non, nous sommes sur des enjeux capitaux qui nous demandent des réflexions qui engagent nos établissements de manière lourde. Et ça ne se fait pas comme ça. Mais je crois que la réflexion est objective, riche, et que nous déboucherons sur un dossier très solide. À quel moment vous pourrez nous en dire plus sur ce qu'il y a dans ce dossier, présenté le 8 décembre? Je pense que dès fin octobre, on aura vraiment tous les éléments. Parce qu'on va garder un peu de place pour l'aspect rédactionnel et l'aspect préparation. Donc fin octobre, oui, on pourra dire des choses beaucoup plus précises. Merci Gilbert Casamata. Je vous en prie. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.